Bonjour à tous, ici Madeleine Arcan. Bienvenue à ce nouvel épisode du Balado Miracle. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on s'entretient cœur à cœur avec Sophie Grégoire Trudeau. Sophie, elle milite depuis plus de 20 ans pour des grandes causes, notamment la santé mentale, l'éducation émotionnelle, l'égalité des sexes, l'estime de soi, l'importance de l'activité physique, notamment chez les jeunes filles. Elle a sorti un livre l'année passée, Entre nous, mieux se connaître, mieux s'aimer. Un livre dans lequel elle touche à tous les sujets qui parlent de notre bien-être. Donc, le lien d'attachement de l'enfance et son effet sur le reste de notre vie, le passage à l'âge adulte dans une culture qui est axée sur la performance, le défi de trouver notre passion, notre but dans la vie, la connaissance de soi, l'impact sur nos relations de la connaissance de soi, les traumatismes. Elle parle aussi de sommeil, de nutrition, d'exercice, de créativité, de pleine conscience. Puis pour faire ça, elle est allée interviewer les plus grands experts qui soient en ce moment. Et à travers ça, elle nous raconte toutes sortes d'histoires, de pans de sa vie, d'anecdotes, ce qui fait que c'est une lecture vraiment très agréable. Et on va donc s'entretenir sur les pépites d'or qu'on retrouve dans ce livre-là, qui m'ont fait à moi beaucoup de bien et qui, j'espère, vous feront du bien à vous aussi. Voici donc Sophie Grégoire Trudeau. Ah, je suis contente que tu sois là. Moi aussi, j'ai hâte. Je suis curieuse de voir quel genre de questions tu vas poser. Où est-ce qu'on peut aller ensemble? Oui, j'ai le goût, j'ai des bonnes questions pour toi parce que je suis vraiment curieuse. On a un peu le même parcours, on a fait le même bac, on a à peu près le même âge. J'ai 4 Ah enfants, ouais? 3. Et toi, tu t'es retrouvée première dame du Canada. Tu sais, quand même! C'est pas un rôle auquel je m'identifie du tout. Mais c'est quand même quelque chose. Tu sais, il y a très peu d'entre nous qui vont pouvoir dire C'est clair. C'est qu'on a clair que expérimenté ça. c'est clair que c'est unique comme chemin de vie, mais je ne m'identifie pas au rôle qu'on m'accorde. D'ailleurs, il n'y en a pas de première dame au Canada, c'est un rôle qui est non Oui, officiel. oui. Et ouais, j'ai bien la misère, tu sais, comme même dans le temps, tu sais, quand Justin a été nommé premier ministre, je comprends là, qu'il remplit ces fonctions-là, mais c'est un travail comme si t'es pompier, t'as des responsabilités, t'es dentiste, t'as des responsabilités, t'es premier ministre, t'as des responsabilités. Mais est-ce que tu deviens ce rôle-là? Ben, je pense que ça, c'est plutôt dangereux de commencer à s'asseoir là-dedans puis à croire qu'on est. Moi, je trouve ça pas ancré correctement. Donc, je me suis jamais vue, je suis une première dame. Genre, je me réveille de même le matin. Vraiment pas. Vraiment Mmh. pas. Mais tu te retrouves à vivre des affaires vraiment extraordinaires, dans le sens Oui. pas ordinaire pantoute, des rencontres avec les grands de ce monde. Tu sais, tu as la chance de militer, d'être invité, de pouvoir avoir une voix, une parole. Puis en même temps, vous passez à travers, tu sais, la COVID, ça a été tough. Vous étiez à la pointe de l'iceberg, tu sais, comme chef, ton ex-mari, comme chef c'est lui qu'il faut qu'il décide de tout. Toi, tu es à côté. Et avec tes 3 enfants, il y en a 2 qui entrent dans l'adolescence. Tu sais, ça a dû être toute une ride. Je pense que toute vie a des périodes d'expansion, de d'obstacles, de pression. T'es pas obligé d'être premier ministre pour Mmh. traverser des périodes comme ça. C'est un chemin de vie unique, mais tu sais, moi, à la fin de la journée, j'élève 3 enfants, je fais mes commissions, puis oui, j'ai rencontré la reine, mais quand je reviens à la maison, c'est plus glamour, là, tu sais. Donc, j'ai jamais, comme je te dis, je ne m'identifie pas au rôle qu'on me donne dans la vie. Puis j'espère pouvoir continuer comme ça parce que je pense que c'est ça qui me permet de rester ancrée. Tu sais, je veux dire, il y a comme, je sais pas, un mois et demi, je suis allée au supermarché avec mon enfant, avec Adrien, puis on se promène souvent en vélo, puis j'avais genre une toque de même sur le bout de la tête, tu sais, en legging, assis à terre. Je l'attendais avec un sac à dos comme assis
genre sur le bord de la fenêtre, comme sur le pavé un peu, tu sais. Puis là, j'ai vu un enfant passer avec son parent, puis moi, j'adore les enfants. Fait que quand je l'ai vu, j'ai fait «Allô!» Puis là, le parent, en fait, comme moi, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle, comme, elle veut de l'argent, c'est quoi, tu sais? Moi, là, je vis dans une même journée des situations tellement au pôle opposé que je comprends que mon devoir en tant que femme, c'est de trouver le centre pour pouvoir être bien dans qui je Mmh. suis puis comment je peux servir l'autre. Fait que j'ai comme l'impression que la vie m'envoie tellement d'expériences, oui, extraordinaires, mais dans les 2 pôles. Oui! Ouais. Ah ah! Ce que je trouve extraordinaire avec ton livre, c'est que puis cette année au complet, c'est qu'on dirait vraiment que tu t'épanouis, tu peux vraiment avoir ta voix, parler des choses qui te touchent, des sujets très, très, près de toi. Puis Mmh. ce qui est formidable, moi, j'ai trouvé avec le livre, puis je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu quand il est sorti, puis je Ah l'ai lu wow! juste avant cette entrevue-là. Il y a tellement de stock. C'est que tu as trouvé un équilibre vraiment parfait entre la théorie, puis tu es allé interviewer les plus grands de ce monde, vraiment, là, très, très impressionnant au niveau de la brochette d'experts que tu es allé chercher. Fait qu'on va vraiment dans la théorie, puis on passe aussi dans ta vie personnelle. Tu parles de ton Ouais. enfance, ton adolescence, l'âge adulte, la maternité, ta vie de couple, puis c'est ce qui fait qu'on reste vraiment accroché parce qu'on navigue dans ces 2 univers-là très techniques puis super personnels. Mais tu vois, il y a 20 ans environ, quand j'ai commencé à raconter le fait que je souffrais de troubles, alimentaires, tu sais, j'étais pas avec Justin, encore, donc ça fait plus longtemps, ça doit faire 22 ans, et je me souviens, tu sais, j'étais animatrice je commençais là, vraiment là, green comme on dit, tu sais, à la télé et à la radio. Puis je me disais, ben là, je vais perdre mes contrats, tu sais, ça fonctionnera pas là si je commence à parler du fait que je suis boulimique. Les gens, on parlait pas vraiment de désordre alimentaire dans le temps, les gens savaient pas vraiment c'était quoi. Fait que c'est pas nouveau cet envol-là. Je dirais que c'est une continuation. Tu sais, je vais avoir Mmh. 50 ans cette année. Wow. Et ouais, je trouve que c'est comme tu sais, dans un chemin de vie, oui, il y a des moments où est-ce qu'on peut étendre nos ailes davantage. Et je pense que là, avec mes 50 ans, je peux le faire pour plein de différentes raisons. Et le fait de m'être partagé un peu de moi-même dans le livre, c'est une continuation de à peu près toutes les entrevues que j'ai faites dans les Mmh. 20 dernières années. Tu vas voir, là, que ce soit dans le 7 jours, dans des magazines internationaux, j'ai toujours eu une candeur parce que pour moi, il n'y a pas d'autre moyen que d'entrer en communication avec l'autre de manière intègre et honnête sans avoir une certaine vulnérabilité. Sinon, c'est fake, comme on dit, c'est faux. Puis moi, je suis pas intéressée à la fausseté. Alors, j'ai toujours essayé, du mieux que je pouvais, avec l'âge que j'avais, l'expérience de vie que j'avais ou que j'avais pas, Mmh. de me livrer de cette manière-là. Alors, le livre, c'est comme, oui, c'est un peu la pointe d'un des icebergs de ma vie, tu sais. Euh, et quand j'ai partagé mon histoire, ben, c'était pas nouveau pour moi de partager mon histoire. Ça fait 20 ans que tu sais, tu fais de l'activisme pour la santé mentale, puis l'égalité et tout ça. Donc, c'était une magnifique continuation. Et je pense que mon travail, tu sais, on a souvent le syndrome de l'imposteur, les femmes, hein. Puis moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Puis quand j'ai appelé Gabor Maté, qui s'en venait donner un discours à Ottawa il y a quelques années, moi, j'étais une grande fan de Gabor Maté il y a 15 ans auparavant quand j'avais lu son livre In the Realm of Hungry Ghosts sur les compulsions. Et je m'étais dit, bon, là, il va penser que quoi, là, justement, là, la première dame non officielle l'appelle pour le voir. Tu sais, je me sentais mal. Je voulais pas achaler personne, mais je disais, voyons donc, là. C'est ton travail, c'est ton expertise, c'est ton champ de passion aussi. Demande et tu verras. Et quand il a su que j'essayais de communiquer avec lui, il a dit, ben absolument, je suis très au courant de ton travail. Et j'ai fait, c'est un petit peu l'alarme à l'œil, genre, OK, ben Il là, sait qui je suis. Tu sais, ouais, mais tu c'est sais, hot comme, parce que ben, c'est je sais quelqu'un de pas. très, très, très important en ce moment, là, Gabor Ouais, mais Maté. Gabon, il était pas connu dans le temps. Il était pas connu dans ce temps-là. Puis moi, je l'aimais déjà, fait que je rappelle souvent parce qu'on est rendu, tu sais, comme, il est vraiment un ami puis un mentor. Fait que je dis, moi, je t'aimais quand t'étais pas populaire. Pas aussi populaire. Puis là, tu vois, il part en Australie, puis il va parler devant 8 000 personnes. Puis d'ailleurs, je lui demandais, tu sais, je disais, comment tu te sens quand il y a des aussi grandes foules? Tu sais, moi aussi, j'ai déjà parlé devant des foules de milliers, des milliers de gens. Puis je sais que c'est possible de rester soi-même et de ne pas s'identifier à l'importance de l'événement. Mmh. Parce que tu parles pas de la même manière quand tu penses comme ça, puis quand tu bouges de cet endroit-là à l'intérieur de toi.
Et puis, quand j'ai demandé à Gabor de me rencontrer parce qu'il était à Ottawa pour parler, on s'est rencontrés, puis là, il me regardait, tu sais, puis j'étais comme, oh my. Puis là, il m'a dit, tu travailles sur quoi? Puis j'ai dit, ben, je travaille sur un livre en ce moment. Mais tu sais, je n'avais pas dans l'intention de juste parler du livre, même, j'allais juste voir où la conversation allait nous amener. Et puis, il me dit, ben, t'as-tu un sommaire de tes chapitres? Je suis comme, oui. Il dit, ben, tu l'as-tu avec toi? Je suis comme, non, mais il fallait le chercher. Fait que je suis allée le chercher, je lui ai donné, puis là, il y a eu comme un 5 minutes de silence avec rien. Là, je suis comme, oh non, 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 qu'est-ce que je viens de faire là? Tu sais? Là, il m'a regardé, puis il me dit, je pense que je te comprends, je sais ce que tu veux faire, il dit, je vais t'aider. Wow. Alors, c'est Gabor Maté qui m'a ouvert la porte à tout l'univers scientifique, des meilleurs experts. Et ces gens-là m'ont accueilli avec tellement de chaleur humaine. Et certains d'entre eux étaient au courant de mon travail. Donc ça, je me disais, bon, OK, là, laisse faire le syndrome de l'imposteur, laisse faire la culpabilité qu'on porte comme femme, puis qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur. J'ai fait mon travail, j'ai fait mes devoirs, je suis une professionnelle, let's go. Tu sais? Alors, ça a donné le livre que ça a donné. Et quand j'ai donné mon bébé au monde, j'ai fait, OK, il n'y a personne qui va lire ça, c'est peut-être trop compliqué. Pourquoi les gens vont penser que c'est un ouvrage sur toute ma vie politique? Vraiment pas, bien qu'il y ait beaucoup de personnel à l'intérieur. Moi, mon seul but, c'était, est-ce que les gens peuvent mieux se comprendre et avoir les outils pour se comprendre pour qu'on puisse garder nos démocraties en santé? Il est là, mon mandat. Wow. Fait que là, quand ça a été un best-seller instantané, j'ai fait OK. Tu sais, c'est sûr que j'ai été excitée pendant, je te dirais, 30 secondes. Wouhou! Tu sais? Puis après ça, j'ai fait attends, c'est quoi le message là-dedans? Oui, qu'est-ce que ça dit sur nous? C'est ça. Qu'est-ce que ça dit sur nous? Notre soif, notre faim d'être authentique, d'être en connexion authentique avec l'autre. Les gens sont vraiment en détresse émotionnelle. Tu sais. Puis la pandémie, moi, je parlais de détresse émotionnelle il y a 20 ans. Malheureusement, ça a pris une pandémie pour que trop de monde se réveille. Puis là, ben, on travaille de reculons un peu. Tu sais. Alors, le livre, ça a été une révélation dans l'engouement pour moi que les gens démontrent et l'amour qu'ils m'apportent aussi. Tu sais. Là, j'étais au salon de la santé intégrative à Saint-Hyacinthe, le premier congrès du genre avec 1000 professionnels de la santé. Puis, c'est incroyable à quel point les gens ont besoin d'être capables de mieux se comprendre, d'être capables de se calmer dans leur système nerveux, d'être capables d'entrer en relation puis de ne pas avoir peur de l'autre, de faire plus confiance à la vie. Tu sais, les mamans portent tellement sur leur assiette, tout déborde. Oui. Il faut qu'on s'entraide. Puis ce cercle de solidarité-là, je pense que plus on vieillit, plus on comprend à quel point c'est crucial. C'est un cercle de survie, au fond. Tu sais? Absolument. Il y a vraiment des pépites d'or dans ton livre, Sophie. Puis j'aimerais ça qu'on passe 3-4 vraiment enseignements essentiels qu'on retrouve entre nous. Oui, je l'ai avec moi là, tu sais. Bon, le premier, c'est, bon, moi je suis maman, tout comme toi, de plusieurs enfants. La parentalité, il y a un bon chapitre là-dessus. Puis, il y a un moment où tu dis que les écrans font tellement monter le taux de cortisol dans le système des enfants que leur chimie normale là, d'être plus calme devient hyper ennuyeuse. Ils sont comme plus capables d'être juste relax, d'être juste bien. Ça me fait paniquer, ça. Ben, panique pas, parce que la peur est normale, la panique va nous mener nulle part. Puis j'ai déjà paniqué, fait que je te comprends. Je pense que, tu vois, ce qui est en train de se passer, c'est un phénomène neurochimique, OK? Oui. On est tellement dans une société de surconsommation, de surstimulation, de surinformation qui s'en vient vers nous, que notre système nerveux est trop souvent en alerte, pendant trop longtemps. Fait que quand ton système nerveux, qui est le système sympathique, tu as une place dans ton cerveau qui est là, d'une amande qui s'appelle l'amygdala, et l'amygdale qui est ici, quand on est stressé, c'est toujours en train de sonner un peu. Genre, il y a un tigre dans la chambre, il va te manger. Puis que ça soit une menace qui est vraie ou pas vraie, si toi, dans tes pensées, tu te dis que c'est là, ben, tu vas être en alerte quand même. Donc, dans une société où non seulement est-ce qu'on nous surstimule, on nous dit que le repos, c'est pas grave. Là, moi, je fais des semaines de 65 heures, 70 heures, puis je fais mon propre succès, puis moi, il n'y a personne qui m'aide, je suis toute seule ou tout seul là-dessus. Ça, c'est n'importe quoi. C'est en train de nous rendre malades physiquement et mentalement. Donc,
ce qui se passe avec nos ados, entre autres, c'est qu'ils sont tellement surstimulés qu'ils sont très souvent dans leur système d'alerte. Mhm. Et quand tu es tellement souvent dans ton système d'alerte, tu essayes tous les systèmes. Combat, fuite ou gel. Quand ces systèmes-là ne fonctionnent pas, qu'est-ce que le corps fait? Il dit, je suis plus capable. Je suis plus capable. Fait que nos corps, on n'est pas malade avec toutes les espèces de pathologies qu'on diagnostique partout. Oui. On n'est pas malade. On réagit normalement par notre neurobiologie à un environnement anormal. Ça donne The Myth of Normal, comme Exactement. dirait Gabor Maté, le titre d'un de ses livres. Exactement. C'est pas normal qu'on soit super bien adapté à la société actuelle. Non, non. Donc, il faut dédramatiser ce que l'on pense pathologique. 2, il faut essayer d'éviter de trop accélérer et de trop surstimuler notre système nerveux d'alerte. Puis il y a plein de manières simples, d'habitudes de vie, qui peuvent nous permettre de revenir au centre, ce qu'on appelle l'homéostatique, et d'éviter que le corps dise « je suis plus capable, j'en peux plus, je tombe en dépression ». Voilà, je shut down. Voilà, exactement. Je m'éteins parce que j'en ai plus d'énergie. Tu m'as trop dit, ah ouais, fonce, performe, arrête, dors pas trop, fais ci, fais ça. Puis là, tu ajoutes à ça dans une société une culture qui nous encourage à chaque fois qu'on se renie. Moi, je vais avoir 50 ans, j'essaie de rien faire à mon visage, à mon corps, j'essaie de célébrer ma vieillesse et mon avancement en âge pour que ma fille, pour que mes fils et pour que nos jeunes puissent voir de quoi ça a l'air une femme en santé qui vieillit. Yes! Moi, j'ai 47, puis je suis comme toi. Je sais que je ne touche pas à ma face, puis je me sens toute seule de ma gang. Fait que je suis bien contente de t'entendre dire ça. On est pas mal tout seul dans la gang, puis c'est pas pour juger les autres. Non, mais ceci dit, il faut qu'on soit honnête. Il n'y a pas une petite fille de 6 ans qui se lève le matin, qui va se faire dire un jour, tu vas te faire ouvrir la poitrine pour te mettre des implants seulement pour un but de beauté, pour plaire et te sentir plus heureuse. Il n'y a pas une petite fille de 6 ans qui se fait dire à cet âge-là, un jour, on va t'insérer des aiguilles pour que tu aies l'air d'une petite fille toute ta vie. Nous, on gobe ça comme message. On pense que c'est beau de gober ça comme message, puis que ça va nous rendre plus heureux. Écoute, tu sais, je me mets de la couleur dans les cheveux, je me mets un peu de maquillage, tu sais, je suis coquette et tout ça, mais je trouve qu'on est rendu à un côté du spectre où on se déshumanise et que les enfants qui nous regardent, ils doivent se dire « OK, c'est à ça qu'il faut que je ressemble. » Puis tu regardes des personnes hyper populaires avec des millions et des millions de followers qui ont des enfants, sont méconnaissables. Tout le monde a le même front, tout le monde a les mêmes lèvres, tout le monde a les mêmes dents, tout le monde a les mêmes cils, tout le monde a les mêmes cheveux. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? D'uniformiser la femme pour qu'elle ait l'air d'une poupée? Il faut qu'à un moment donné, on dise « c'est assez ». C'est assez. Puis ça prend des hommes forts et bien ancrés pour être capable de nous accompagner là-dedans et de dire « on veut pas ça, nous autres ». Mais l'industrie de la porno ou la culture de masse est en train aussi de jouer avec la psyché des petits garçons. Puis quand ils sont exposés à des images comme ça dès un jeune âge sans arrêt, ben ça laisse des marques. Et ça, le montant de temps auquel on est encouragé à passer du temps à penser à ce dont on a l'air, au lieu de cultiver une sagesse intérieure, ben il y a un manque, là. Il y a un gros manque à gagner, là, puis on est perdant là-dedans. Je suis pas en train de dire que c'est parce que tu te fais de la chirurgie que tu n'es pas sage. C'est pas ça que je dis. Mais c'est rendu à un point tel où les filles de 14, 15, 16 ans pensent à ça. Non, on a un problème. Et même plus jeune, hein? Ben, je le sais, ça me fait tellement de la peine que ça m'inquiète. Oui. Mais pas de panique. Pas de panique. Mais je suis avec toi vraiment, Sophie, là-dessus. Ouais. C'est une très grosse réflexion qu'il faut avoir comme société. Immense. Tu parles de souffrance dans le livre. Le mot souffrance est important parce que on souffre collectivement et individuellement. Puis tu parles du fait qu'il est temps pour nous d'arrêter de nous étourdir puis de fuir la souffrance et de plutôt prendre conscience des mécanismes qui se cachent derrière nos sentiments. Mm-hmm. Donc, de ne pas essayer d'endormir la douleur. Comment on fait ça? Mais toutes les sources de stimulation qui sont envoyées vers nous, ou la plupart, nous enseignent à endormir notre douleur.
Là, on va mettre quelque chose, on va clarifier quelque chose. La souffrance, ça fait partie de ce que c'est d'être humain. C'est bien correct. Le traumatisme, c'est deux choses différentes. Une souffrance qu'on ne regarde pas, qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas gérer, va créer des constrictions dans le corps et dans la pensée, et ces constrictions-là se transforment en trauma. Donc, la souffrance, c'est pas dangereux. Les émotions humaines ne sont pas dangereuses. Mais quand on commence à se refermer à l'intérieur de nous et que l'on croit qu'on est notre personnalité. Ça, c'est une découverte magnifique que j'ai faite et Gabor me l'a enseigné. Toi, tu penses que tu es ta propre personnalité. Moi, je pense que je suis ma propre personnalité. Oui, c'est vrai, on a notre propre personnalité. Mais une personnalité, c'est une accumulation de mécanismes de protection et de comportements d'adaptation pour être aimé et vu et apprécié tel que l'on est. Qui nous ont beaucoup servi à un moment donné dans notre vie, puis à un moment donné, on peut se rendre compte que ça nous sert de moins en moins. Fait que ça, c'est la voie du super-ego. Moi, il y a un exercice que j'ai déjà essayé. T'assois ta voix, tu sais, pour moi, c'est, disons, genre, tu seras jamais assez bonne, OK? Disons. Son super-ego qui me dit ça tout le temps. Mais là, je l'assois sur une chaise, puis j'ai dit, bon, là, toi, tu été là pour me protéger depuis que je suis toute petite fille. J'essayais de sauver mon papa de ma maman d'elle-même, tout ça. Puis tu m'as protégée, puis je te remercie. Mais là, je suis une femme mature, puis j'ai plus besoin de toi. Alors, je vais laisser libre cours à qui je suis maintenant. Toi, tu as fait tes fonctions, tu as rempli tes fonctions. Salut, c'est terminé. Juste ça, là, que ça me rend émotionnelle juste de faire ça, parce que je ne peux pas imaginer le nombre de personnes à qui ça pourrait servir de dire au revoir à cette voix de critique, ou cette voix de doute, ou cette voix d'haine envers nous-mêmes, ou cette voix de s'autodétruire, peu importe ce que c'est, tu sais. Et cette voix-là devient comme un refuge. Moi, mon refuge, c'est le doute. OK? Donc, quand je me sens comme stressée puis que ça va pas bien, là, je doute. Oui. Puis ce doute-là, il me confirme la validité de ma souffrance. OK? Il y en a que c'est l'intensité. Là, ils se lancent dans des marathons, là, puis là, ça arrête plus. Puis là, je suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas courir dans le marathon. Là, je suis super sportive. Mais tu peux avoir l'intensité, tu peux avoir les relations sans arrêt, les unes après les autres. Tu peux avoir le doute. On a tout un refuge. Ce refuge-là, oui, il était là pour nous protéger. Puis oui, il confirme, pauvre toi, tu souffres, c'est tough. Hein? Ça, c'est important, right? Qu'on se confirme ça. Mais ça devient une maison qui n'est pas sécuritaire à long terme. Puis un adulte mature, ça veut dire un adulte qui est conscient de ces mécanismes-là. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. C'est pour ça. Lisez-le. Lisez-le parce qu'on entre tellement en profondeur là-dedans. OK, ouais. Dernière pépite, le stress. Refouler nos émotions, c'est un moyen infaillible d'en vivre d'autres et ça va impacter nos relations. Tu dis que ce qu'on ressent doit être exprimé pour bien évoluer. Et là, tu cites la psychologue Modupe Akinola qui dit qu'on devrait entrer en relation avec notre stress. Tu fais ça comment, toi, entrer en relation avec ton stress? Bien, d'abord, on va prendre un exemple concret, OK? Je sais pas, moi, je sais pas, là, mon enfant s'est fait mal, OK? Là, évidemment, là, je vais sentir dans mon corps des sensations. Genre, mon cœur bat plus vite, je commence à trembler, j'ai des sueurs, tu sais, peu importe là, comment ça se manifeste chez chaque individu, ça peut être différent. Là, je me dis, là, la première chose dont il faut que je prenne conscience, c'est ce qui se passe dans mon corps. OK, là, Sophie, là, tu t'en vas dans la peur, le doute puis le stress. Et non pas l'histoire, hein? Oui, mais tu sais, c'est grave, puis là, il va arriver ça, il va arriver ça. Exactement. C'est ce qu'on appelle le CPR en anglais, le Catch, Pause, Repair. On attrape, on pose, on répare. Donc, j'attrape ce qui se passe dans mon corps, ça, c'est la première étape. Ça se passe dans le corps avant que l'émotion s'actualise. Oui. Donc, je regarde ce qui se passe. Là, je me dis, OK, là, je m'en vais 30 secondes ou 30 minutes ou peu importe le temps que vous avez dans mon bureau, dans ma chambre à coucher, dans la toilette. Je m'en vais barrer la porte pour que personne ne me dérange, peu importe où vous êtes. Je vais fermer mes yeux. Je vais faire mes 15 respirations. Je vais calmer mon système nerveux. Oui. Ça fonctionne comme ça. Plus tu répètes cette habitude, plus tu vas avoir des résultats. Je pratique le yoga nidra et je l'enseigne depuis 10 ans. Ça a changé ma vie, ça a changé mon cerveau, ça a changé mon corps. Si vous êtes dans une situation toxique constamment,
Oui. Le corps doit en sortir pour se guérir. OK? Peu importe c'est quoi votre situation. Donc, on l'attrape, on pose, puis on répare. Donc, après avoir calmé mon système nerveux, là, mon enfant, il a le bras cassé. Je sais pas c'est quoi, OK? Je veux pas que ça se passe, là. Mais, ça pourrait être pire. Il est en sécurité, tout va bien aller, je suis capable de dealer avec n'importe quel stress que la vie m'amène parce que je suis capable de le reconnaître et de me réguler. Fait que si je m'engueule avec mon chum, si quelqu'un me dépasse en auto puis que je sens que mon visage s'en vient tout rouge puis que mon cœur débat parce que j'ai la rage au volant, peu importe le stresseur, plus je me connais, plus je sais comment répondre à un stress sans m'envoyer complètement exploser dans les parties de moi-même où j'ai plus de contrôle. Donc, on est beaucoup plus en proaction qu'en réaction. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réagir dans la vie, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais il y a moins de panique, tu sais. Il y a moins de panique. Ouais, moi, j'appelle ça se parenter, se parler comme on parle à un enfant. Aïe, aïe. Écoute, ça, Madeleine, là, c'est une vérité là, universelle. Quand on parle à un petit enfant qui est inquiet, est-ce qu'on parle vite? Non. Est-ce qu'on parle avec agressivité? Non. Est-ce qu'on parle avec impatience? Non. On ralentit. C'est le seul moyen. Le langage de l'amour, c'est la lenteur. Point, c'est tout. Point, c'est tout. C'est l'écoute et la lenteur. Et le stress, c'est tout simplement une relation dysfonctionnelle avec le moment présent. Donc, si je suis pas en train de planifier les courses que j'ai à faire, les enfants que j'ai à nourrir, le loyer que je ne serais pas capable de payer à la fin du mois, la relation qui n'est pas bonne pour moi, nomme-les, là, il y en a plein d'exemples dans la vie, ben, si je ne suis pas capable de revenir dans le moment présent, je ne suis pas capable de ralentir, je ne suis pas vraiment capable d'aimer moi-même et l'autre au rythme que ce que ça demande. Puis ça, là, c'est une méga révélation, en tout cas pour moi, parce que il n'y a rien sans amour. Là. Il n'y a pas de vie sans amour. Point, c'est tout. Là. Il n'y en a pas. Donc, c'est pas pour être ésotérique ou New Age ou quoi que ce soit, là, bien au contraire. Parce que l'amour, et là, on parle pas juste d'amour romantique, là, l'amour de la connexion, la présence, l'intimité,